Ok, on va continuer ouais, sur la continuité. Et là, donc je vous rappelle, hein, j'ai mis sur YouTube le lien pour que vous puissiez télécharger le cahier de vacances de Roger Mansuy. Donc là, sur la continuité, encore de l'analyse, c'est toujours des petites bases intéressantes à avoir pour partir d'un bon pied. Et là, pour partir d'un bon pied, justement, sur la continuité, on pourra avec profit énoncer la définition de la continuité en un point. Donc là, voilà quoi. La définition, c'est cette définition avec les epsilon. Je vous rappelle quand même que la continuité, il y a une continuité intuitive et puis une continuité formelle. On va dire que la continuité intuitive, c'est un petit peu le théorème des valeurs intermédiaires. C'est que quand on traverse une droite, on est obligé de couper cette droite en un point. Mais ce n'est pas la définition de la continuité. Donc, on a des fonctions qui vérifient le théorème des valeurs intermédiaires sans vérifier justement la vraie définition de la continuité. Donc, vous avez que l'exemple suivant, c'est la fonction f de x égale sinus 1 sur x. Et pour 0, f de 0 égale 0. Donc, c'est une fonction qui va vérifier le théorème des valeurs intermédiaires, mais dont on ne pourra pas dire qu'elle est continue en 0. Voilà. Alors, la continuité, justement, c'est une définition qui se fait avec des epsilon et des alphas, et que quel que soit epsilon, il va exister alpha, tel que quand x se rapproche à moins de alpha de x0, f de x va se rapprocher de f de x0 à moins de epsilon. Voilà. Et là, bon, là, je suis en train de regarder juste de R dans R, mais après, ça se généralise avec la topologie, avec des histoires d'ouvert. Donc là, je vais me situer quand même dans des définitions assez basiques de la continuité. Et de temps en temps, je donnerai des généralisations quand on fait de la topologie. Par exemple, la continuité, c'est le fait que l'image réciproque de tout ouvert dans l'ensemble d'arrivée est un ouvert dans l'ensemble de départ. Bon, voilà. C'est important de savoir faire le lien aussi entre cette définition et la définition basique. Bon, alors, on nous parle de continuité en un point. Voilà. Le théorème des valeurs intermédiaires, c'est justement ce théorème qui dit que si f de A est, par exemple, négatif et f de B est positif, alors il va exister un C dans AB tel que dans l'intervalle AB, tel que f de C égale 0, voilà, qui revient finalement, qui devient, quand on fait de la topologie, à l'image d'un connexe par une fonction continue est un connexe. Voilà. Et le théorème des bornes atteintes, alors le théorème des bornes atteintes, c'est le fait que quand on travaille, on a une fonction, toujours de R dans R, et puis on prend un fermé borné de R, et eh bien, l'image d'un fermé borné, ça va être encore un fermé borné de R. Voilà, donc des petites choses importantes. Et donc, les bornes sont atteintes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes parti d'un fermé et borné, alors l'image sera bornée en particulier, et le max et le min vont être atteints, parce que justement, vous étiez parti d'un fermé. Donc ça, c'est quelque chose à bien comprendre. Et puis, bon, donc dans son état minimal, on va dire que l'image d'un intervalle fermé est un intervalle fermé. Et dans son état maximal, c'est-à-dire quand on vient mettre de la topologie, alors ce serait l'image d'un compact est un compact. Donc en gros, vous voyez, ce théorème des valeurs intermédiaires, c'est l'image d'un connexe est un connexe, et l'autre, c'est plutôt l'image d'un compact est un compact. Voilà. Alors, donc un vrai faux assez rapide. La composée de deux fonctions continues est continue. Donc là, oui,
c'est imparable, hein, c'est vrai. Bon, alors bien sûr, il faut qu'elles soient composables, hein, ces fonctions. Donc, je suppose ça qui. Une fonction strictement monotone réalise une bijection entre un intervalle i et f de i. Alors, bijection entre i et f de i, ça veut dire déjà juste injection, hein, puisque la surjection est déjà, voilà, est déjà assurée. Donc, est-ce qu'une fonction strictement monotone est injective? Ben, oui, puisque injective, c'est que si f de x est égal à f de y, alors x égale y. Ou si on veut, si x différent de y, par la contraposée, f de x est différent de f de y. Bah oui, donc là, ça c'est évident, parce que si x est différent de y, bah, on peut supposer, sans perdre de généralité, que x est strictement inférieur à y, et donc ça veut dire que f de x est strictement inférieur à f de y, donc en particulier que f de x est différent de f de y. Donc là, ça va être vrai, parce que c'est injectif. Pour toute fonction continue f de AB dans R et tout C dans AB ouvert, il existe y entre f de A et f de B tel que y égale f de C. Bon, celle-là, elle est quand même assez drôle. Je pense qu'il y a de l'humour là-dedans. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Je pense que c'est avec lui. Parce que c'est comme si on prenait une phrase classique qu'on a l'habitude d'entendre et puis qu'on la transforme de l'intérieur pour faire croire que c'est une phrase, on dirait du Eric et Ramsey, quoi. Je sais pas, style au diable la varicelle, quoi. C'est excellent. D'abord, il existe Y tel que Y égale F de C. Déjà, c'est juste pour ressembler à une certaine phrase classique. Parce que sinon, on ne dirait pas il existe Y, on dirait on pose Y égale F de C ou Y égale F de C ou simplement F de C est entre F de A et F de B. Donc finalement, on nous demande si, quand on a une fonction continue de AB dans R, est-ce que l'image de AB est égale à l'intervalle F de A, F de B? Mais ça, non. Si la fonction était, par exemple, strictement croissante, bah oui, là, ça marcherait, hein, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des bornes atteintes, etc. Bon, on aurait que l'image du fermé AB, ce serait l'intervalle fermé F de A, F de B. Mais la fonction est juste continue, donc c'est faux, mais c'est drôle. Alors, c'est toujours pareil, c'est toujours intéressant, hein, de prendre cette question-là et puis de la remplacer par quelque chose de juste. Donc, si vous rajoutez ici continue croissante, ben là, ça devient vrai. Maintenant, vous pouvez aussi en faire une autre phrase vraie sans ajouter croissante, mais là, c'est plutôt pour tous C entre f de A et f de B, alors il existe Y entre A et B tel que f de Y égale C. Voilà, je pense, la phrase de départ qui a été déformée, hein, et qui est vraie, mais qui a été déformée pour en faire une phrase fausse. Voilà. Une fonction continue et bornée, bon, non, évidemment, il faut que ce soit continu sur un compact, par exemple sur un intervalle fermé borné. Sinon, c'est faux. Vous prenez l'exponentielle, elle est continue, mais elle n'est pas bornée. Une fonction périodique et bornée. Là, c'est déjà plus fin. On peut imaginer, donc je dirais que c'est faux, on va prendre une fonction tangente entre, d'accord, on prend la fonction tangente entre pi, moins pi sur 2 et pi sur 2. En moins pi sur 2 et en pi sur 2, on va mettre comme image 0.
et on va la prolonger par périodicité de période pi. Hein. Donc, vous voyez ce que ça fait, hein, ça fait ça, puis après, ça fait 0 au lieu d'être prolongé en l'infini moins l'infini, ben, on prolonge en 0. Donc, ça va être une fonction, et puis ensuite, on décale par périodicité de pi, parce qu'on est parti d'un intervalle de longueur pi. Et ben, ça va être périodique et ça va être non borné. Donc, c'est faux. Alors, bon, je suis gêné un petit peu parce que il n'était pas clair une fonction périodique sur quoi. Bon, a priori, sur R, hein, je pense. Alors maintenant, si une fonction f est bornée, strictement positive, alors 1 sur f est bornée. Ben non, parce qu'elle peut être bornée, tendre vers 0 de façon strictement positive, et si elle tend vers 0, en l'infini par exemple, hein, alors 1 sur f va pas être borné, va tendre vers plus l'infini, donc ce ne sera pas borné, et donc là c'est faux. Donc vous prenez ne serait-ce que, par exemple, 1 sur x de 1 sur le fermé 1 plus l'infini. Vous allez avoir une fonction bornée, strictement positive, et 1 sur f, ça va être x, donc ce ne sera pas borné en l'infini. Après, vous pouvez la prolonger sur tout R, parce que je suis toujours un petit peu gêné de ne pas avoir exactement l'ensemble de définitions. Ensuite, une fonction f de R dans R, ni minorée ni majorée, est surjective. Ben, non. Non. Parce qu'elle n'est pas minorée, donc elle peut aller se balader vers moins l'infini, elle a vers plus l'infini, mais entre les deux, elle peut faire des sauts parce qu'elle n'a pas été supposée continue. Donc, écrit comme ça, sans la continuité, c'est faux, mais avec la continuité, alors on aurait des sous-suites, en quelque sorte, f de xn qui tendraient vers moins l'infini, des sous-suites f de xn qui tendraient vers plus l'infini, et entre ces deux-là, on pourrait placer par continuité, par le théorème des valeurs intermédiaires, justement, tous les éléments possibles de R. Et donc, on aurait de la surjectivité. Donc là, si on rajoutait continu, alors ce serait vrai. Et par le théorème des valeurs intermédiaires. Si f de l'ouvert AB dans R borné sur tous les segments inclus dans F AB, alors f est borné. Bon, ben là, non, c'est faux. Vous prenez encore la fonction tangente entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc qui fait comme ça. Elle est bornée sur tous les segments. Je suppose que c'est les segments. Bon, c'est peut-être pas très précis, mais bon, dans le contexte, c'est les segments oui, fermés. Hein, et en tout cas, les segments strictement inclus dans AB, parce que si on prend le segment AB, à moins que ce ne soit pas considéré comme un segment, je ne sais pas ce qu'on considère vraiment comme un segment, mais en tout cas, si l'idée c'est ces segments fermés, alors cette fonction tangente, surtout compacte, comme elle est continue, eh bien, elle va être bornée. Et pourtant, entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2 ouvert, la fonction tangente n'est pas bornée, donc c'est faux. L'image réciproque d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Bon, bah non, évidemment. Hein, vous prenez la fonction cosinus. Non, en fait, le problème, c'est que l'image réciproque d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Si la fonction était injective, alors, voilà, quoi, elle serait inversible sur son image. Et du coup, on pourrait l'inverser, et l'inverse serait continue, et du coup, on pourrait appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, où l'image
par cette fonction continue qui est la fonction inverse d'un intervalle est un intervalle. Mais là, comme on n'a pas supposé l'injectivité, eh bien, ça va devenir faux et c'est bien dommage. Donc, vous prenez la fonction cosinus, par exemple, et vous prenez l'image réciproque de moins epsilon, epsilon, où epsilon est strictement positif, voilà, et epsilon strictement inférieur à 1 aussi, hein, comme ça, voilà, et vous allez avoir la réunion d'intervalles, voilà, déconnectés. La fonction x donne cosinus x moins 1 sur valeur absolue de x est prolongeable par continuité en 0. Bon, bah, on sait que cosinus x moins 1, ça va être équivalent à quoi? À moins x2 sur 2. Et donc, quand on va diviser par valeur absolue de x, eh bien, ça va faire moins, ça va être forcément négatif, donc ça va être moins valeur absolue de x sur 2. Et ça, c'est prolongeable par continuité en 0. Bah oui, parce qu'on prolonge en prenant pour l'image de 0 égale 0. Donc ça, c'est bon. Voilà, on a terminé. J'ai trouvé rigolo le théorème des cordes universelles. Donc, je vous laisse le faire. Théorème des cordes universelles. Alors, je vous montre, voilà le début. On définit une fonction. Donc, on a une fonction f de 0, 1. C'est une application continue telle que f de 0 égale f de 1. Voilà. Et pour n entier positif non nul, on pose g qui a x associe f de x plus 1 sur n moins f de x avec les bonnes, voilà, bon, de sorte à ce que ça fonctionne bien. Et on veut montrer qu'il existe alpha n, voilà, dans cet intervalle, tel que f de alpha n plus 1 sur n égale f de alpha n. Donc c'est bien dessiné ici, d'accord. Là, ici, vous avez un petit segment de longueur, donc ce petit segment est de longueur 1 sur n. Donc là, vous avez alpha n, là, donc vous avez alpha n plus 1 sur n. Et puis après, vous en prenez d'autres et vous pouvez prendre aussi petit que vous voulez. Vous êtes parti d'une fonction continue, hein, avec f de 0 égale f de 1. Bon, là, c'est égal à 0, mais bon, on n'est pas obligé d'avoir... voilà, on peut translater. Le tout, c'est que f de 0 soit égal à f de 1. Et là, on a égalité, donc ça nous fait des choses, une infinité de petits endroits, on a ces égalités. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop compliqué. Et ce qu'on nous demande, c'est de calculer la somme de k égale 0 à n-1 de g de k sur n. Voilà. Et ensuite, en déduire l'existence justement de ce alpha n. Donc, je vous laisse regarder. Alors, voilà la solution. Hein. Très facilement, ceci, vous voyez que ça fait égal à 0 par élimination terme à terme, parce que G, c'est ceci. Et puis donc, du coup, comme on a pris l'image d'éléments qui étaient espacés de 1 sur n, ben forcément, il y a cette élimination terme à terme, de sorte à ce qu'il reste que le plus grand terme et le plus petit terme, dans le sens qu'il va rester f de 1 moins f de 0. Voilà, et donc, ça fait 0. Donc ici, cette somme fait 0, ce qui fait que forcément, G ne peut pas être strictement positive ni strictement négative, sinon, voilà. Donc, sinon, la somme ne pourrait pas être nulle, évidemment. Elle serait dans le premier cas strictement positive et dans le deuxième cas strictement négative. Donc, ça veut dire que forcément, G, bon, soit G s'annule partout, sur tous les cas sur n, voilà, soit alors il va y avoir une valeur, et dans ce cas-là, ben, on a gagné, parce que vous voyez bien que trouver un alpha n qui vérifie ça revient à trouver un x qui annule G.
Donc, soit tout est nul dans la somme, bon, ce qui est possible, soit alors tout n'est pas nul, et dans ce cas-là, il y a une valeur strictement positive et une valeur strictement négative pour compenser. Et donc, comme f est continu, g est également continu, et on va avoir, par application du théorème des valeurs intermédiaires, une valeur qui annule g. Voilà, donc dans les deux cas, hein, que tous les termes soient nuls ou que tous les termes ne soient non tous nuls, eh bien, on va quand même pouvoir trouver des éléments qui annulent G, et on a gagné. Voilà.